Aujourd'hui, heureusement, grâce aux réseaux sociaux, on va dire, il y a certaines choses, Oui. en fait, qui sont dites, qui sont mises en avant, ce qui fait que les gens de la diaspora sont un peu Ils plus... sont un peu plus informés. Exactement, mais la peur, mais c'est fou. Moi, j'ai des amis de l'autre côté qui se disent que jamais, au grand jamais, ils viendraient. Moi, même quand je devais venir ici pour une année, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais tu es fou, ouais. Mais reste là-bas. Mais il y a bien des candidats au retour qui réussissent. Bien sûr, au début, c'est pas évident. C'est ça. Quand tu arrives, il faut te réadapter au contexte. Et tu ne peux pas dire, moi, je viens de France, donc je viens avec les mêmes standards. Et ben non, c'est ça. Là, vous allez être très vite déçus et vous allez repartir. Exactement. C'est parfois, même quand on arrive, je pense sincèrement qu'on manque d'humilité parfois. On vient en mode, on veut tout imposer parce qu'on est allé apprendre sur le territoire étranger. Et donc, on se dit, c'est à nous, on doit tout avoir parce qu'on vient d'ailleurs. Oui. Alors et ça, c'est une grosse erreur. C'est ça. Parce que quand on revient, c'est vrai que on se dit, on revient d'un pays beaucoup plus avancé, on a appris des choses, on sait faire des choses, on a une expérience qui prouve que nous sommes peut-être capables de faire ça mieux que ça se fait au pays et tout ça. Et quand on vient avec la pastèque comme ça, c'est ça. Obligatoirement, vous allez vous heurter À un mur. à un mur. C'est ça. Ce qu'il faut, ce n'est pas tirer vers le bas vos standards. Ce n'est pas, je dirais, des valeurs au rabais qu'il faut mettre en place quand vous venez ici. Mais il faut que vous redescendiez au niveau des gens qui sont ici, qui font déjà depuis longtemps. C'est ça. Et vous n'avez rien à leur apprendre sur ce que eux ils font déjà. C'est ça. Donc, je crois que la meilleure manière, c'est plutôt de comprendre d'abord la culture, la mentalité, et de savoir comment amener les gens avec qui vous collaborez à hausser le niveau, à chercher l'excellence. Mais quand vous revenez et que vous voulez faire du top-down, comme on dit, ça ne passe pas. L'être humain a sa fierté. Bien sûr. Chacun a sa fierté. Toi, tu reviens d'Europe, donc tu veux me montrer. Et puis toi, tu te dis, oui, je suis parce que je viens d'Europe, je vais te montrer comment on fait. Non, ça, une collaboration ne marche pas comme ça. Et moi, je crois que et c'est aussi une culture que j'ai pu adopter aussi dans mon parcours politique. C'est plutôt le top down, c'est la verticale. C'est ça. Il faut de la verticale dans toute une organisation, mais il faut que la verticale ne soit pas vécue comme une pression. C'est ça. Voilà. Et donc c'est plutôt du bas vers le haut qu'il faut travailler. Et ça, même dans l'entreprise, c'est du bas vers le haut qu'il faut travailler. En 2014, je me rappelle, je suis rentré à Lomé. Mon papa avait donc une entreprise qui était un peu en difficulté. Et je suis rentré pour pouvoir lui donner un petit coup de main et pour relever les choses. Et j'ai voulu faire ça comme je l'aurais fait en France. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est des individus, chacun avec son caractère, c'est des manières de faire qu'ils ont adopté depuis longtemps, et le changement c'est quelque chose de très compliqué pour quelqu'un qui a toujours fait la même chose. C'est ça. Et donc pour amener même ce changement, il faut prendre le temps d'abord de comprendre, de leur faire comprendre pourquoi on devrait plus faire comme ça, C'est ça. et de faire de sorte que ce changement soit porté par ces personnes-là. Et là, quand c'est parce que je me suis heurté à un mur, c'est parce que j'ai pris une gifle, que j'ai compris que c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Alors, quand j'ai adopté ensuite la méthode qu'il fallait, eh bien, ça a pris. Tous les salariés de l'entreprise étaient à fond avec moi. Parce qu'ils ont compris que ça allait dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans leur intérêt individuel aussi et collectif. Et c'est comme ça qu'il faut que les diasporas qui viennent entreprendre ou initier quelque chose ici en Afrique ou dans leur pays d'origine, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être
pour pouvoir réussir. Sinon, il va y avoir des conflits, et vous pouvez ramener du capital, mais ça changera rien. Ouais. Parce que l'argent, on dit c'est le nerf de la guerre, c'est vrai, mais il y a plus que ça. Oui. Si on sent que la personne qui vient ne nous respecte pas, jamais on voudra travailler pour cette personne. Au contraire, on va même la voler, en fait, cette personne-là. Exactement. Et c'est, pour aller encore sur un autre sujet, c'est un peu ce que reprochent aujourd'hui les pays africains aux pays européens. C'est cette condescendance. C'est ça. Ce paternalisme, d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Et ça, je crois que à ce niveau-là aussi, et au niveau de la diaspora, c'est quelque chose aussi qui est très important si on veut nous impliquer en Afrique et faire grandir ce continent qui est foisonnant de richesses, de ressources naturelles. On parle souvent des ressources naturelles, mais ce dont on ne parle pas souvent, c'est les ressources humaines. Bien sûr. On parle, quand on parle d'Afrique, on parle des terres agricoles. 60% des terres agricoles se retrouvent en Afrique, de la planète se retrouve en Afrique. On parle de sa richesse, de son sous-sol, pétrole, gaz naturel, et tout ce qu'on sait. Mais quand on parle de sa population, on parle du risque migratoire, on parle d'explosion de la population africaine et qui donc va être une difficulté. Moi, je suis en faux à cette lecture. Une nation n'est forte que par sa population. C'est ça. Et donc, un continent n'est fort que par sa population. C'est vrai que les estimations donnent de l'Afrique une perspective qui peut paraître effrayante parce que la population va augmenter, on risque d'être à 2 milliards d'habitants dans les années 2050. Mais en même temps, c'est un atout. C'est de la ressource humaine. C'est ça. C'est de la force vive qui va permettre à l'Afrique d'être proposition de ressources, de faire des propositions de ressources humaines, à condition bien sûr de les former, de les outiller et de les équiper. C'est ça. La population européenne est en chute, elle est en décroissance, en Occident en général. Les Africains font plus d'enfants. Certains disent qu'il faut qu'on limite. Oui, il faut gérer le planning familial, mais notre force, c'est aussi la démographie. Et cette démographie, elle est un atout. Elle est un atout, et bien entendu, lorsqu'on l'accompagne par les formations avec l'outil nécessaire pour que cette jeunesse ne soit pas livrée à elle-même. Donc moi, je crois que nos politiques africaines, les politiques africaines, doivent intégrer vraiment dans leur programme l'éducation, la formation, augmenter les budgets de l'éducation, de la formation technique pour que cette jeunesse qui augmente à une vitesse impressionnante ne soit pas demain un facteur d'échec, mais soit plutôt un facteur de réussite tant pour l'Afrique que pour les autres continents. Actuellement, en France, il y a le débat sur l'immigration. Bien sûr. On veut limiter de façon assez drastique quand même l'immigration. Moi, je crois que la France aura toujours besoin des immigrés. Le monde aura toujours besoin des immigrés. L'immigration n'a pas commencé après la Deuxième Guerre. Les hommes ont toujours bougé et on a toujours besoin de l'immigration. Et l'immigration, c'est aussi une part de richesse dans l'économie française comme dans l'économie de beaucoup d'autres pays. C'est ça. Mais parce qu'on fait de la politique politicienne et qu'on ne veut pas forcément dire les choses telles qu'elles sont, on brandit l'immigration pour pouvoir se faire élire, pour pouvoir obtenir des voix, des électeurs. Foncièrement, c'est ça. Ce qui se passe aujourd'hui en France, je suis désolé, c'est pas l'immigration qui est
la cause du marasme économique en France de ces dernières années. Pas du tout. Mais il faut que certains politiciens en fassent un épouvantail pour pouvoir se faire élire. Mais je crois que dans les années à venir, les États-Unis, la France auront besoin de main-d'œuvre, auront besoin de main-d'œuvre qualifiée, auront besoin de ressources humaines, et c'est l'Afrique qui pourvoira ces ressources humaines. C'est donc une richesse qu'il faut préparer pour cet avenir. En plus, vous parlez de cette richesse démographique de l'Afrique. Et au-delà même de la main-d'œuvre, parce que généralement, quand on parle de main-d'œuvre, on pense plus à tout ce qui est manutention, tout ce qui est travail manuel. Mais vous l'avez très bien dit également, force de proposition, même intellectuelle, parce que raison pour laquelle la diaspora doit également, même pas uniquement la diaspora, mais les Africains doivent prendre conscience du fait que l'intelligentsia africaine doit encore glow up d'une certaine manière. Bien évidemment, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de cette intelligentsia africaine, ou du moins qu'on est très minoritaire, que cette intelligentsia est très minoritaire, alors que déjà c'est faux. Il y a des gens qui sont extrêmement intellectuels, qui savent, qui ont un véritable plan, une véritable vision pour l'Afrique, et qui peuvent impulser une véritable dynamique de changement positif et d'impact aussi pour cette Afrique-là. Et c'est bien, surtout d'avoir ce narratif de votre part, parce que vous voyez, même lorsque vous parlez d'immigration, même les Africains, parfois, je pense qu'il y en a qui culpabilisent un peu parce que ce qu'on leur dit, c'est que ce sont eux qui font du mal ailleurs, qui font du mal en France, ils viennent profiter des allocations, etc. Et en gros, il y en a même qui sont convaincus que c'est vrai et qui acceptent des choses qui sont inacceptables en vrai. Ce qui fait que il faut impérativement avoir ce genre de ce narratif véritable, vrai, pour que les Africains puissent savoir leurs forces, leurs valeurs, et aussi que ils peuvent, à part égale, et de la même manière qu'un occidental, de la même manière qu'un asiatique, ils peuvent impulser une dynamique de changement, peu importe là où ils sont. Oui, clairement. Et comme vous le soulignez si bien, je parle de main-d'œuvre, mais si on peut dire, je peux parler de tête d'œuvre, voilà, je peux parler de cerveau, voilà. Et donc, l'Afrique aujourd'hui, est en marche pour être le pourvoyeur justement de cerveau, de main d'œuvre ou de tête d'œuvre, si je peux dire ça. Ouais, j'étais un grand timide. J'avais du mal à parler en public. Pour moi, un public, c'est déjà deux personnes. C'était difficile pour moi d'exprimer, je dirais, librement ce que j'avais à cœur et tout. Et je dirais j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais en classe de 5e. Ça m'a libéré un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. Et puis, j'ai gardé un peu cette timidité jusqu'à la classe de première. Jusqu'à la classe de première où je devenais un peu plus expressif parce que j'étais entraîné par des amis. Qui, eux, étaient on va dire c'était très extraverti, c'était un peu les petits fous de la classe, et donc ça m'a permis un peu de sortir un peu de mon cocon et de commencer à m'exprimer un peu plus. Mais je dirais que la prise de conscience de l'importance de l'art oratoire, de la prise de parole, elle est venue quand j'ai commencé vraiment à mettre un pas en politique, et tout politicien se doit de pouvoir exprimer son projet, son programme, ses envies, sa vision, et en des termes simples, clairs, compréhensibles par son public. Et à partir de là, si on n'a pas ce déclic de faire de sorte qu'on puisse être compris, ça va être un peu compliqué, en tout cas pour quelqu'un qui est un politicien. Et donc, dans mes premières années d'études à la fac de droit de Poitiers, j'avais commencé déjà un tout petit peu à prendre la parole en public. Surtout que j'ai été à Poitiers pendant 2 ans le président du bureau des étudiants en droit.
Voilà. Ah, d'accord. Ouais, j'avais été élu le président, on disait le BDE. Oh oui, bien sûr. Voilà, j'étais le président du BDE pendant 2 ans à Poitiers. Et donc, il fallait faire des interventions en amphi, entre 2 cours, pour annoncer les événements que nous préparons, les actions que nous menons, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'exercer à la prise de parole devant un public. Donc, dans un amphi, il y a au minimum 200, voire 400 personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je crois que la prise de parole, ça se travaille aussi. Ça se travaille, c'est pas inné. Quand on commence, c'est un peu hésitant. Après, on sait se centrer sur l'essentiel pour communiquer un message sans trop divaguer. Et ça m'a permis de me lancer, je dirais, dans la prise de parole ou dans les échanges avec un grand public. Ensuite, cette expérience a été plus conséquente quand j'ai été embauché dans une société où je devais représenter la société sur tout le territoire de France. D'accord. Et donc, pendant 7 ans, j'ai fait toutes les régions de France. Ah oui. J'ai quasiment fait tous les départements pour faire des réunions professionnelles avec 40, 50 personnes dans des salles d'hôtel où je présentais un dispositif qu'on venait de mettre en place dans la société où je travaillais. Et donc, quand on commence 1, 2, 3, au bout de la 4e, c'est rodé, on continue et puis avec les questions ou selon les publics, on s'adapte. Et puis est venu, je dirais, le temps politique, le temps de la campagne où je devais prendre la parole. Alors, avec toute l'expérience que j'ai pu avoir professionnellement, ma première réunion publique de campagne, j'étais comme un enfant. J'étais comme un enfant, je tremblais. Bon, les autres ne le voyaient pas. Après, ils m'ont dit, c'était très bien. Je dis, ah bon? Et pourtant, mon cœur allait dans tous les sens, mes doigts tremblaient, mais ils l'ont pas vu. Bon, mais tant mieux. Mais donc, ma première prise, parce que aussi, la conscience qu'on est en train d'être dans un jeu important, ça peut intimider, on s'intimide soi-même. C'est ça. Et ça peut un peu déstabiliser face à un public. Donc, ma toute première réunion publique de campagne, il y avait des élus et tout ça. Et pourtant, Dieu sait combien de fois j'ai parlé devant des élus dans mon activité professionnelle. Mais là, l'enjeu était différent. Et j'ai un peu pris peur, ce qui a fait que je me suis pas trouvé bon. Mais les autres m'ont dit c'était bien, mais je me suis pas trouvé bon. Et donc j'ai continué par là à m'améliorer. Bien sûr, j'ai eu la chance de m'entourer aussi quand j'étais député de certains collaborateurs qui me faisaient un retour à chaque prise de parole pour me dire, monsieur le député, là je pense que non, il faut. Et donc tout ça a participé à m'aider à améliorer ma prise de parole en public. Pourquoi c'est très important? Moi, je crois que tout projet ne peut se concevoir sans parole. Au commencement était la parole. Totalement. Dit la Bible, oui. Au commencement était la parole. Et donc, tout projet, quel qu'il soit, ne peut prendre corps si elle n'a pas été d'abord construit par la parole. J'ai travaillé dans une société où je devais monter un dispositif d'accompagnement des personnes en fin de carrière, les accompagner à valoriser leurs biens pour pouvoir les transmettre, pour pouvoir les céder. À ces personnes, il fallait montrer un dispositif que j'allais créer moi-même. Donc j'ai dû faire appel
à des concepteurs graphiques, j'ai fait appel à des web designers, j'ai fait appel à des gens qui font de la création d'applications, des outils internes à des sociétés. Et il fallait que je leur explique ce que j'ai envie qu'ils me fassent. Et donc ça aussi, ça a été la première, je dirais, oui, l'exercice qui m'a permis de comprendre qu'on peut avoir une pensée, on peut même dessiner, on peut même écrire, mais lorsqu'il faut mettre une parole dessus pour que la personne en face puisse comprendre exactement où vous voulez aller, ce n'est plus pareil. Ce qu'on écrit, on lit, on comprend, mais il faut que la parole vienne asseoir tout ça. C'est ça. Et donc, c'est ce que j'ai compris. Et durant mon mandat, les projets que j'ai mis en place, les actions que j'ai menées ont toujours été à la base conçues par la parole adressée au public cible avant que ça ne prenne corps. Okay. Donc je dirais aujourd'hui que l'importance de la prise de parole revêt un caractère au-delà même de je parle bien, au-delà de mais qu'est-ce qu'il est éloquent, mais ça revêt un caractère, je dirais, de construction, un caractère constructif d'un projet, d'une concrétisation. Sinon, ce serait des paroles en l'air. Bien sûr. C'est vrai que généralement, quand on parle de même l'art oratoire, le rapport qu'on a principalement à l'art oratoire, c'est par rapport au concours d'éloquence. Donc, il y a beaucoup de folklore généralement. Alors, bien évidemment, les concours d'éloquence, et moi, j'encourage toute personne qui peut de s'y exercer. Mais c'est quand même un exercice qui a une proportion assez forte de folklore. Alors que comme vous le dites, la prise de parole, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord se faire comprendre par les personnes qui nous écoutent. Et aussi, si se faire comprendre va nécessiter qu'on puisse faire naître une certaine émotion, je dis n'importe quoi, si vous devez défendre un projet qui touche la classe des ouvriers, par exemple, on peut pas juste aller parler comme si les ouvriers menaient la belle vie. Il faut montrer la vérité de la chose, la difficulté, la dangerosité même de certains travaux manuels ou etc. Et donc, comme vous le dites, l'art oratoire, la prise de parole, il faut qu'on puisse avoir conscience du fait que c'est important. C'est important. Et même les politiciens, toutes les personnes qui sont dans le domaine politique, ils s'en servent. Et vous, déjà, quel regard est-ce que vous avez sur cette prise de parole des politiques? Parce que on taxe généralement les personnes politiques de personnes qui ont de beaux parleurs, très simplement. Des menteurs. Exactement, très simplement. Je voulais pas utiliser le mot, mais voilà, des menteurs. Est-ce que vous pensez que le jeu politique nécessite cet art oratoire qui est destiné à tromper le public, à tromper les citoyens? Alors, moi je dirais que l'homme politique, grand H, l'homme ou la femme politique, n'a pas à tromper le peuple ou à tromper son public par l'art oratoire. Ce n'est pas son job. Son job, c'est d'avoir l'adhésion du public, l'adhésion des citoyens à travers sa parole exprimée. Moi, quand je me mets dans une salle, comme j'en ai fait durant mon mandat, pour parler d'un programme ou d'un projet, c'est pour me faire comprendre par mon public et c'est pour avoir l'adhésion du public à ce projet que je porte. Parce que on peut pas faire un projet pour des gens qui se sentent pas concernés. C'est ça. Et donc, il faut que le peuple adhère, et le peuple ne peut adhérer que lorsque je parle, que lorsque je leur explique les tenants et les aboutissants de ce que je leur propose. Totalement. Et ces échanges vont permettre de dire, bon voilà, on peut l'améliorer en faisant ci, on peut mieux l'adapter en faisant ça. Et cette prise de parole permet aux politiques de peaufiner, je dirais, son programme. Et donc, c'est très important. Maintenant, le fait qu'on entende souvent dire les politiques, c'est de gros menteurs, ils nous racontent des bobards et puis après, on les voit pas ou on voit pas le résultat. C'est aussi le fait que beaucoup d'engagements politiques
que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, peu importe, beaucoup d'engagements politiques n'ont pas été honorés. Votez pour moi, je vous ferai installer des ventilateurs dans vos salons. Alors que vous savez très bien que vous n'allez pas le faire. Et ça casse la confiance que les citoyens ont dans la politique ou en l'État ou dans les administrations. Et puis certains vont même en disant c'est tous des voleurs. C'est ça. C'est tous des voleurs parce que on vote pour eux, ils ont leur situation, ils s'en mettent plein les poches et après nous on n'a rien. Et ça on l'entend sous tous les toits, que ce soit dans les pays occidentaux comme en Afrique. Eh bien moi je crois que ça doit interpeller chaque homme politique à se dire pourquoi est-ce que je m'engage? C'est pour l'intérêt général. C'est ça. Et si je m'engage pour l'intérêt général, c'est pour avoir des résultats. Alors les résultats ne seront jamais totalement satisfaisants. Les résultats ne seront jamais totalement satisfaisants. D'ailleurs, quand on vote une loi, elle est censée apporter une solution au plus grand nombre. Et une fois qu'on dit au plus grand nombre, ça veut dire qu'il y a un petit nombre quelque part que ça va peut-être pas arranger. C'est ça. Donc l'intérêt général, c'est toujours toucher le plus grand nombre. Mais quand c'est pas le plus grand nombre, alors là, ce n'est plus l'intérêt général, c'est des intérêts individuels ou des intérêts particuliers. Et c'est ce qui met aussi en fronde les citoyens contre les gouvernements ou les dirigeants. En France, on a eu les Gilets jaunes en 2018. Ça a été une période assez difficile, très risquée, où on a vu des populations sortir réclamer un mieux vivre, d'être mieux payé, d'être revalorisé, ainsi de suite, parce que c'est un cumul de choses depuis une vingtaine, voire une quarantaine d'années qui a explosé en 2018. C'est pas Macron président qui a provoqué ce malaise français. C'est un malaise qui existait, mais je crois que le déclenchement a été justement 2018 avec une mesure qui augmentait le litre de carburant de 5 centimes pour financer l'économie verte. Peut-être que c'était pas le moment de le faire. Je ne sais pas, mais voilà. Donc, toujours est-il que la prise de parole ou la parole doit être accompagnée d'actes et d'actes conformes à ce qu'on a dit. C'est ça. Sinon, c'est des paroles trompeuses, c'est des mensonges, et c'est pas étonnant qu'après il y ait ce dégoût de la population des politiques. J'entends même des jeunes dire aujourd'hui, moi je ferai pas de la politique parce que c'est un jeu de dupes, c'est un jeu de menteurs, de machin et tout. Je dis non, la politique en soi, c'est un art noble. C'est le politicien, c'est pas celui qui vient se servir. C'est celui qui vient servir plutôt l'autre. Un politicien, c'est un serviteur. Et donc, quand on s'engage à servir et donc à mettre en place ce qu'on a dit, de sorte que les populations puissent en bénéficier. Il faut maintenant travailler à réconcilier les citoyens et la politique. Et là encore, on ne peut le faire que par la prise de parole. Totalement. Et comme vous l'avez très bien souligné, l'art oratoire, la prise de parole, c'est important. Et au fond, je pense que parfois on oublie à quel point c'est un peu comme l'argent, c'est pas mal ou bien en soi, c'est juste un outil. Parce que comme vous l'avez très bien dit, par rapport à un projet, même par rapport au projet que vous aviez eu à mener, le fait d'expliquer le projet à toutes les personnes qui allaient implémenter certains éléments de configuration, il fallait de la parole. Et même pour vendre, on va dire, un projet à la population, il faut la prise de parole, il faut avoir une parole qui soit assez percutante et captivante. Est-ce que vous, est-ce qu'il y a certains discours, un discours, pas prendre un seul discours, quel est le discours qui était le plus marquant pour vous et comment est-ce que vous l'avez, on va dire, préparé, dans quelle ambiance vous avez été,
par rapport à l'enjeu de ce discours-là, vous saviez que c'était un discours qui était extrêmement important. Donc, lequel était, c'est surtout comment est-ce que vous l'avez préparé pour, après, le livrer de la manière la plus éloquente, la plus charismatique, la plus juste de... Alors, le souvenir qui me revient, c'était une prise de parole dans l'hémicycle, à la tribune de l'hémicycle, en face de certains ministres, membres du gouvernement. Et c'est une intervention qui concernait mon département, la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune de France, le département qui, paradoxalement, connaît le plus de difficultés en France métropolitaine. Chômage, délinquance, à diplôme égal, âge égal, un jeune de la Seine-Saint-Denis avait 3 fois moins de chances qu'un Parisien pour accéder à un emploi. Donc cette situation, elle ne date pas de 2017 à mon élection. C'est une situation qui date de plusieurs décennies. Il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place, mais le problème, la problématique reste la même. Et donc, nous avons travaillé avec un ministre pour pouvoir apporter de nouvelles solutions. Et donc, généralement, bon, ça, je crois que tous les politiques le savent, quand on est parlementaire et qu'on est dans la majorité parlementaire, souvent, quand on reçoit les ministres, nous, c'est pour voir souvent dans les questions au gouvernement, les QAG, ou alors dans d'autres commissions, lorsqu'on les reçoit, on donne au cabinet les grandes lignes de ce que nous allons dire pour que le ministre puisse aussi préparer sa réponse. On donne les grandes lignes, on donne pas le texte en entier, mais les grandes lignes. Et donc, on a l'habitude de faire ça. Et puis ce jour, pour ce discours que je devais tenir à la tribune, là, j'ai vraiment pensé à ma population, à la population de Seine-Saint-Denis, les séquano-dionysiens, comme on les appelle. Et moi-même, je suis de ce département. Et du coup, oui, j'ai compris que le ministre en question avait mis en place des réformes qui allaient dans le bon sens. Donc, c'était quelque chose de fait. Mais je trouvais qu'on pouvait aller plus loin. Il y avait encore à faire. Et donc, est-ce que mon discours allait juste être dans le sens où le ministre pourrait répondre, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça? J'ai dit non, c'est pas suffisant. Et donc, j'ai préparé un discours qui non seulement salue les avancées opérées par le gouvernement, notamment par ce ministre, mais j'ai aussi axé mon discours sur le mécontentement que la population de la Seine-Saint-Denis pouvait avoir vis-à-vis des gouvernements, peu importe. J'ai axé mon discours sur les carences des politiques qui ont été menées jusque-là, et j'ai axé mon discours aussi sur les attentes de ce département qui ne sont plus à mettre à une date ultérieure. C'est dans l'immédiateté, il faut rééquilibrer les territoires et on a besoin que des mesures fortes, volontaires soient prises maintenant. Donc, j'ai préparé mon discours, je l'ai répété dans mon bureau avec des parties que j'ai mis en gras parce que je sais que là-bas l'intonation doit changer. Parce que ça fait partie aussi de l'art oratoire. L'intonation pour marquer l'urgence de la chose ou pour communiquer le désarroi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc quand je suis monté à la tribune, je crois que le ministre il était zen. S'il connaissait déjà le discours de Patrice. Et quand j'ai commencé mon discours, dès les premières phrases, j'ai vu qu'il a fait. Certainement, il s'est dit, alors lui, il va me rentrer dedans. Il va tout casser là où c'est voilà.
Mais bon, c'était assez équilibré. Mais ça a permis de vraiment poser le problème de ce département, tout en étant dans la majorité, de poser le problème de ce département et de dire on doit aller plus loin et plus vite. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, pas après. Et ce discours, quand je le réécoute parfois, j'en suis fier. J'en suis fier parce que quand je suis revenu en circonscription, j'ai rencontré des citoyens qui m'ont dit « On vous a suivi, monsieur le député. Vous avez été parfait. Vous n'avez pas fait comme certains de vos collègues qui caressent le gouvernement. En même temps, je suis pas allé à l'encontre du gouvernement. Je fais partie de cette majorité. Mais souligner les choses telles que les populations se sentent aussi accompagnées. Ils vous ont élus, c'est pour que vous les représentiez, c'est pour que vous preniez la défense de leurs intérêts, c'est pour que vous les accompagniez dans leur quotidien. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai fait à travers ce discours, c'est ce que j'ai fait durant mes 5 ans de mandat. À aucun moment, je n'ai pris une décision, en tout cas je crois, qui soit en défaveur de ma population. Au moins, vous avez réussi à vous poser la question de quoi la population a besoin. Et cette immédiateté dans la réponse aux attentes de la population, mais grâce à la prise de parole, à l'art oratoire, au fait, grâce au fait que vous saviez que je peux utiliser ce discours-là pour avoir une certaine ambivalence qui sera positive à la fois pour le gouvernement, mais surtout pour la population. Vous avez réussi à avoir un discours impactant et percutant. Exactement. Et je crois après la réponse du ministre aussi, dans sa réponse, il a mentionné le caractère quelque part un peu incisif aussi de ce discours, de cette intervention qu'il a salué. Et je crois que c'est l'art oratoire qui peut permettre ça, effectivement, de pouvoir exprimer quelque chose et de comme vous l'avez dit dans votre propos introductif, de transmettre aussi certaines émotions, de transmettre aussi un sentiment. Et je crois que l'art oratoire, c'est une des clés de la réussite d'un parcours de vie. Vous avez raison, c'est sans l'art oratoire, il y a des émotions qu'on a en nous, des choses qu'on a envie d'exprimer, mais on ne sait pas le faire. On ne pourra pas, parce qu'on se dira non, si je parle, je vais insulter les gens. C'est ça aussi beaucoup. J'ai des entrepreneurs par exemple qui me disent que non, je veux pas faire d'interview parce que si je parle, j'ai peur d'insulter les gens, j'ai peur de faire ci. Alors qu'au fond, c'est avoir un propos juste. Le but n'est pas d'insulter, mais le but c'est de dire peut-être ok, je suis en désaccord. Voici ce qu'ils ont réussi à faire, comme vous l'avez très bien fait dans le discours, mais aussi voici ce qu'on pourrait faire. Et si on ne maîtrise pas notre parole, notre oralité, on ne pourra jamais le faire. Il faut construire cette oralité, et c'est aussi quelque chose qui nous montre qui on est au fond. Sinon après on se nie, on plagie, on utilise ce que les autres disent uniquement, et on se pose même pas des questions sur qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je peux apporter. Et la parole, elle est vraiment encore importante. Quand on va sur un autre plan thérapeutique, il y a des problèmes parfois, il faut aller parler au psychologue. Ah, totalement. Ah, c'est ça. Et si on libère pas la parole, on se libère pas soi-même. Et donc ça a tout son sens, la parole. C'est une puissance, la parole. Là, je suis très content d'avoir monté mon entreprise parce que avoir ces mots de vous, ça légitime un peu les actions de tous les formateurs en prise de parole en plus. C'est vrai que on pourrait parler pendant des heures, même des jours, mais il faut aussi aller vers la fin. Alors là, on va plutôt parler de vos visions et de vos perspectives personnelles. Déjà, comme on l'a très bien vu, comme vous l'avez très bien montré, vous avez eu une action forte, en tout cas en France ou ici, on n'a pas eu à parler du projet Grand Numérique. On va parler de ce projet très rapidement. Parce que de par ce projet, vous allez mieux l'expliquer que moi, vous avez quand même montré que il y a des choses qu'on peut faire en France, et même lorsqu'on a la casquette de député, on peut les faire en France et savoir que ces choses-là seront aussi profitables pour le terroir africain. Est-ce que vous pouvez nous parler assez rapidement de ce projet du Grand Numérique et aussi de la manière dont vous avez pensé l'implémentation de ce projet après pour le terroir africain?
Alors, le grand numérique, effectivement, c'est un dispositif ou une structure que j'ai mis en place en 2022, en janvier 2022, sur le département de la Seine-Saint-Denis. Okay. Alors, c'est un projet qui était déjà dans mes pensées en cours de construction depuis 2018. Okay. 2018-2022, vous me direz, ça a mis du temps. C'est quoi ce projet? En fait, c'est tout simplement de mettre en place un dispositif qui permette à des jeunes ou à des moins jeunes, avec ou sans bac, de pouvoir bénéficier d'une formation qualifiante dans un certain nombre de métiers du numérique, dans une vingtaine, on avait retenu, et que ces métiers, cette formation, leur permette d'être insérés professionnellement juste à la fin de la formation. Okay. Ça, c'est le premier volet du dispositif Le Grand Numérique. Le deuxième volet, c'est accompagner toute personne, notamment les jeunes, qui créent des entreprises innovantes. Et donc, les accompagner à mieux structurer leur entreprise, à arriver à les mettre à une échelle, je dirais, de durabilité, en tenant compte aussi, bien entendu, de tous les paramètres financiers et autres, et permettre à ce que ces jeunes entreprises innovantes deviennent, comme on dit des startups, deviennent de grandes entreprises sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui était le territoire pilote de ce dispositif Le Grand Numérique. Et donc, quand j'ai lancé ce projet, je l'ai appelé la Silicon Valley en Seine-Saint-Denis. Ok, c'est ambitieux. L'ambition, c'est ça, c'est de faire de la Seine-Saint-Denis une Silicon Valley à la française. Pourquoi à la française? Parce que nous avons nos réalités françaises qui sont pas les mêmes ailleurs, notamment en Californie où il y a la Silicon Valley emblématique. Mais c'est d'apporter cette touche de responsabilité sociale, de RSE, de permettre aussi à des jeunes qui ont fait du décrochage scolaire de se voir propulsés à la tête d'une entreprise qu'ils ont créée, ou d'autres qui n'ont pas envie forcément d'être entrepreneurs, mais d'avoir des compétences pour pouvoir être inséré professionnellement dans une société française. Et donc, ce projet, alors pourquoi le numérique? C'est tout simplement que le département de Seine-Saint-Denis est le plus grand département doté d'infrastructures numériques, notamment les data centers. Okay. Nous avons les plus grands data centers de toute la France. Après, c'est Marseille. Et donc, quand on parle de la Seine-Saint-Denis, on ne parle que des faits divers. Les voitures qui brûlent, les scooters qui entrent dans les cités pour chasser par la police, ça devient un peu le narratif de la Seine-Saint-Denis. Alors qu'il y a un potentiel, par son potentiel humain, c'est jeune, il y a ces infrastructures numériques et il y a pas mal de dispositifs d'aide à la formation qui permettent justement de faire bénéficier de formations qualifiantes à des personnes qui sont jeunes ou à des personnes qui veulent se reconvertir. Après la crise Covid, on a vu beaucoup de personnes perdre leur emploi et qui pouvaient donc se reconvertir dans les métiers du numérique. Surtout que les métiers du numérique, on le dit partout, c'est l'avenir. Il y aura de nouveaux métiers qui vont être créés, il faudra s'y préparer. Il y a des métiers présents qui vont disparaître pour que d'autres soient créés. Et donc, il faut, à mon avis, saisir cette opportunité pour que la Seine-Saint-Denis devienne pilote de ce projet. Et donc, le projet a été lancé. Aujourd'hui, il est en suspens parce que nous sommes en train de préparer une levée de fonds pour pouvoir, je dirais, à nouveau le réenclencher et donner plus d'envergure à ce dispositif, le grand numérique. Comment est-ce que je l'ai construit? Ça a été un travail de longue haleine. Je vous ai dit en 2018, l'idée a germé, mais il a fallu d'abord réunir des acteurs du numérique, des associations, Pôle emploi,
des entreprises du secteur du numérique et pas que. Il a fallu réunir des élus locaux, des politiques. Il a fallu réunir aussi des membres du gouvernement français pour présenter ce projet, l'intérêt que portait ce projet en termes de formation pour les jeunes, en termes de création d'emplois et en termes de création de richesses. Et donc, tout ce travail a nécessité un temps fou. Et surtout quand on est un politique qui porte un projet et que vous êtes dans un pays comme la France où vous avez des oppositions qui sont aussi des élus, la Seine-Saint-Denis, c'est 40 communes. Okay. Il a fallu que j'ai un entretien avec chacun des 40 maires. Okay. Certains ont refusé le rendez-vous. Il a fallu patienter pour redemander une deuxième fois, une troisième fois, avant qu'ils n'acceptent vous recevoir et vous écouter. Et une fois qu'on vous écoute, ah ben tiens, c'est un projet super génial parce que moi dans ma ville, en tant qu'élu, j'ai aussi des jeunes qui sont au chômage ou qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. Mais tout de suite après, il se rappelle que vous n'êtes pas de la même étiquette politique. Ah oui. Vous êtes En Marche et lui, il est LR ou communiste et tout. Et donc non, ça hésite parce que s'il accompagne ce projet, c'est comme s'il faisait la promotion de son adversaire politique. Donc j'ai été confronté à ça. Et pour pouvoir réunir des élus de divers bords autour d'un même projet porté par un politique, ça a mis du temps. Qu'ils soient convaincus que ce n'est pas un coup de com' politique que je suis en train de faire pour préparer ma prochaine élection, c'est vraiment un désir que j'ai de contribuer à impacter notre territoire pour créer plus d'emplois, créer de la richesse et permettre à ce que ce territoire puisse se développer. Donc sur les 40 communes, j'ai réussi à avoir 36. Ah oui. Donc on a fait une tribune qui a été publiée par le JDD, le journal du dimanche, où les 36 élus ont signé la charte de lancement du dispositif Le Grand Numérique. Et puis il y a aussi eu un travail d'explication à différentes entreprises. J'ai réussi à avoir 121 partenaires. Sur les 121 partenaires, il y en a une centaine qui sont des entreprises, des plus grandes aux plus petites. Facebook était partenaire, Google était partenaire, Capgemini était partenaire, Thomson est partenaire, et puis il y a d'autres petites structures qui sont aussi partenaires. Donc des structures qui sont des structures de formation, des entreprises qui ont des besoins réels de recrutement, et donc la boucle était bouclée. Les apprenants entrent en formation, les entreprises signent une lettre d'intention dès l'entrée en formation, et donc ils savent déjà qu'à la fin, il va aller peut-être chez Bouygues, chez SFR, pour avoir son job. Et donc, c'est une construction, je dirais, de l'esprit, mais en même temps, je l'ai pensé comme une construction vertueuse. C'est ça. Faire une formation, puis retourner à Pôle emploi, déposer un dossier de recherche d'emploi, c'est pas motivant. Totalement. Mais lorsqu'on rentre en formation, on sait qu'en même temps, je pars pour une formation, parce qu'il y en avait plusieurs, il y en avait qui étaient de 3 mois, 9 mois, d'autres 6 mois. Je sors de formation, j'ai mon emploi. Ça motive. À ce jour, le Grand Numérique Afrique n'a pas été mis en place. L'idée a été d'attendre que là-bas, de l'autre côté en France, on finisse la levée de fonds, qu'on la mette en place, qu'on finisse la levée de fonds. Et ensuite, on pourra, à travers ce dispositif, enclencher la dynamique sur le continent pour implémenter ce dispositif ici. Et je crois que le potentiel en Afrique, il est encore plus important que le potentiel en Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le paysage de la Seine-Saint-Denis,
on n'est pas très loin de ce qui se passe aussi en Afrique avec les difficultés de formation et d'emploi que connaissent la jeunesse africaine. Et donc, pour moi, c'est la transition. Elle est facile, je dirais, elle est aisée à faire par rapport à ce dispositif. En plus, c'est parfait parce que si ce dispositif réussit à venir ici, il y a beaucoup de personnes qui font des études du numérique et qui, à un moment donné, se rendent compte qu'il y a un manque, on va dire, un manque de formation ici, de formation qui soit assez certifiante sur certains domaines. Alors, bien évidemment, nos universités aussi font du mieux qu'elles peuvent, mais il y a quand même un certain manque parce que de l'autre côté, on va dire que les universités là-bas ou les formations là-bas sont parfois un peu plus avancées parce que c'est beaucoup plus développé. Et je pense que ce projet permettra aussi de permettre ou de faire de telle sorte que les étudiants ici puissent se dire, bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut, donc si je vais de l'autre côté, ça va être peut-être pour un plus, mais pas pour le principal en vrai. Et je pense que le fait d'exporter cette formation ou d'exporter ce projet, ce dispositif-là, ça ne peut être que profitable au continent africain, tout en étant également profitable aux personnes de l'autre côté. Et ça se voit que votre biculture, c'est quelque chose qui elle est constante. Totalement, elle est constante et elle favorise en vrai. Là, on n'est pas en train de dire que vous favorisez un territoire au détriment de l'autre. Vous avez des avantages, vous avez une histoire, une origine, vous avez également une implantation de l'autre côté et vous ne niez pas vos racines, votre identité et vous réussissez avec ce que vous savez de en bénéficiant de cette biculture-là, vous réussissez à mettre des dispositifs qui vont profiter, on va dire, aux deux types de populations. Oui. Et ça, c'est fort. Mais c'est tout simplement que j'ai la conviction que l'avenir du continent africain n'est pas isolé de l'avenir de l'autre continent européen ou même américain ou asiatique. Le monde, c'est un système d'inter-échange. Totalement. Et donc, si aujourd'hui l'Afrique peut se développer, l'Afrique ne peut se développer lorsqu'elle a quelque chose à vendre aux autres. Et les autres ne peuvent continuer à se développer que lorsqu'elles ont quelque chose à vendre à l'Afrique. Et je crois que chacun, que ce soit le continent européen ou que ce soit le continent africain, chacun a un plus à apporter à l'autre. Et donc, c'est tout naturellement que je trouve qu'il faut que je continue à travailler, que toutes mes actions servent de pont entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique. Alors, je dis l'Europe, mais je l'étends généralement à tout l'Occident, puisque c'est là où nous avons été faire nos études supérieures, c'est là où nous avons acquis de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire, et ça ne peut pas être que pour ce continent, c'est ça, mais pour aussi le continent africain, qui a été même la base de notre formation. Je n'ai pas appris à parler français en France. J'ai appris à parler français au Togo, en Afrique. Et donc, si aujourd'hui, j'évolue dans un pays où la langue nationale est le français, pour moi, c'est intrinsèquement lié aussi à l'Afrique. C'est ça. Et c'est pour ça que même dans mon activité professionnelle aujourd'hui, les services que je propose sont à la fois pour l'Europe et à la fois pour l'Afrique. Alors pour terminer cette interview, 2 questions. La première, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre activité d'aujourd'hui depuis que vous n'êtes plus député? Bon, on va d'abord prendre celle-ci, après je vais embrayer sur la deuxième. Alors, donc en juin 2022, le 21 juin 2022, les résultats du deuxième tour des élections législatives de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis ont été publiés. J'ai été battu, donc j'ai fini à 47% contre mon adversaire. Et donc là, on constate que tiens, tout s'arrête. C'est ça la politique, c'est violent. Tout s'arrête. J'ai 250 mails par jour pendant que j'étais en activité. Du jour au lendemain, vous en avez à peine 2. Ah oui. Donc vous vous levez, vous vous dites, mince alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Vous n'avez plus d'équipe de collaborateurs, j'en avais 4. À l'Assemblée nationale française, chaque député peut recruter jusqu'à 5 collaborateurs.
moi j'en avais 4. J'avais plus de collaborateurs pour dire regarde-moi ce mail et puis prépare-moi une réponse que je vais aviser avant. Et tout s'arrête. Et c'est drôle. Alors, ceux qui étaient fonctionnaires, qui étaient mis en disponibilité, peuvent retourner à la fonction publique. Mais nous qui venions du secteur privé, on n'avait plus nos emplois. Et puis, pendant je dirais, les 4 premiers mois qui ont suivi la fin de mon mandat, j'ai été sollicité. J'ai été sollicité en Côte d'Ivoire, j'ai été sollicité en Guinée, au Sénégal, par des personnes avec qui j'avais déjà travaillé pendant que j'étais en fonction pour intervenir dans des conférences économiques, développement, lien avec l'Union européenne. Et donc je me suis dit, tiens, ça veut dire que ces personnes qui me sollicitent me reconnaissent une certaine compétence en la matière. Bien sûr. Et donc m'invitent à participer à ces conférences-là. Donc c'était pour moi très heureux parce que je me suis dit, tout s'arrête, mais en fait tout s'arrête pas. Et donc au bout de ces 4 mois, j'ai un peu voyagé, je suis venu aussi au Togo plusieurs fois et tout ça. Puis je me suis dit, bon tiens, cette compétence-là de diplomatie, parce que j'ai fait de la diplomatie économique pendant 5 ans, où j'ai été avec des délégations dans différents pays sur des sujets comme l'amélioration du climat des affaires et même sur des sujets précis où il a fallu que je fasse un peu le messager ou alors le conciliateur pour pouvoir dénouer certaines difficultés que pouvaient avoir des entreprises françaises installées en Afrique et ainsi de suite. C'est là que je me suis dit, bon tiens, j'ai quand même une compétence pour laquelle je suis sollicité hors ma fonction d'élu. Pourquoi ne pas en faire mon activité? Et donc c'est comme ça que j'ai créé en octobre 2022 le cabinet Ethos Duponty. Ethos Duponty qui est un nom qui a tout un sens, mais que je me réserve de ne pas expliquer ici. Et tout simplement, ethos, c'est un mot grec qui veut dire l'aigle. Et Duponty, on entend pont, on entend un pont entre 2 continents. Donc c'est un pont qui lie. Et puis mon patronyme, Anato, a aussi quelque chose de significatif dans la traduction que j'ai mis en Duponty. Voilà. J'en dirai pas plus. C'est un vrai mystère. Je pense qu'après, je vais prendre le nom et je vais essayer de décortiquer pour essayer de... Mais en tout cas, il faut retenir une chose essentielle. C'est ce nom, c'est l'aigle qui prend son envol et qui relie son lieu d'envol à un lieu de destination. Et il refait la même chose. Donc, quelque part, il fait le pont entre deux continents. Donc c'est l'essentiel qu'il faut retenir du nom de ce cabinet. D'accord, c'est intéressant parce que ethos en latin, si je ne me trompe pas, ça signifie crédibilité. En gros, ce sont les ethos, logos et pathos, les éléments, les critères de l'art oratoire. Et c'est vrai que ça fait, en plus, c'est quelque chose, je pense, qui vous correspond parce que crédibilité par rapport à votre entreprise et par rapport à votre parcours, je pense que ça va de pair aussi. Et donc, ce cabinet aujourd'hui, c'est un cabinet avec 7 autres consultants, 8 autres consultants, donc c'est une équipe de 9. D'accord. Donc j'ai commencé tout seul, et puis après, sur certains sujets, on ne peut pas être expert de tout. C'est ça. Moi, je peux estimer que je suis expert en législation, en évaluation des politiques publiques, et aussi en diplomatie privée. Mais quand on a un cabinet conseil qui permet à des entreprises d'aller sur des marchés publics en Afrique, ou alors permettre à des entreprises de rencontrer des investisseurs et de pouvoir présenter leurs projets, de les accompagner à trouver du financement,
ou accompagner aussi des hommes politiques à élargir leur réseau, à rencontrer des décideurs, ou bien même les accompagner dans leur communication politique. On peut pas être seul à le faire. Et donc, j'ai pris contact avec des connaissances dont je savais les compétences. Et aujourd'hui, Ethos Dupont-Ty est un cabinet jeune, certes, puisqu'il a été créé en octobre 2022, mais expérimenté parce que la moyenne d'âge d'expérience professionnelle du cabinet, c'est 11 ans. Donc, c'est un jeune cabinet constitué de personnes expérimentées qui ont plus d'une dizaine d'années de pratique. D'accord. Ce qui donne encore plus de crédibilité. Exactement, c'est comme vous l'avez sorti à nos propositions. Et donc, c'est un cabinet d'affaires publiques. On travaille aussi pour la diplomatie privée, permettre à des investisseurs de rencontrer des décideurs, permettre à des entreprises qui veulent par exemple venir au Togo voir ce qui s'y passe, leur faire visiter PIA d'Adétikopé par exemple. Ça fait partie de ce que nous proposons et aussi de la communication stratégique. C'est ça. L'évaluation des politiques publiques, ça c'est quelque chose qui est très important. J'en ai un peu parlé à la nuit du droit parce que c'est un exercice que ne pratiquent pas beaucoup les pays, que ce soit en Europe ou ici, mais qui sont les évaluations de politiques publiques, qui sont un outil d'aide à la décision et aussi qui sont un outil qui permet aussi d'améliorer d'améliorer la performance des pouvoirs publics ou des programmes ou des projets de développement. Et ça, nous allons dès janvier commencer à le proposer à différents pays africains pour pouvoir les accompagner sur les différents projets ou programmes, un peu comme le PND par exemple. Voilà. Et donc, Ethos Dupont-Ty aujourd'hui, c'est vraiment aussi grâce à mon activité précédente de député, en tout cas à ma mission de député, puisque c'est pas un métier, à mes missions de député, j'ai pu rencontrer pas mal de décideurs, j'ai beaucoup voyagé en tant que président du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique. Donc aujourd'hui, j'ai dans mon carnet d'adresses des décideurs, tant dans le secteur privé que public, qui sont des clés pour pouvoir faire avancer des opportunités d'affaires ici et là-bas. Alors, il ne faut pas comprendre par là, parce que souvent, quand on parle de réseau, les gens s'imaginent des trucs obscurs et tout. Non, c'est vraiment dans l'art de la règle de droit. Le Togo a un code des investissements. Donc, si j'accompagne un investisseur au Togo, qu'il soit français, américain, voilà, nous l'accompagnons sur le droit OHADA, sur le code d'investissement au Togo pour qu'il puisse être en mesure de pouvoir dire, voilà, je vais investir au Togo dans tel secteur ou au Burkina ou au Niger ou en Guinée-Conakry, peu importe, au Bénin à côté. Et puis là-bas en France, j'accompagne également des professionnels qui ont besoin, par exemple, de faire avancer un sujet qui est d'ordre réglementaire ou d'ordre législatif. Donc les accompagner à rédiger une note qui va être adressée à un cabinet ministériel ou au ministère de tutelle, ou alors les accompagner à rédiger une proposition de loi peut-être qui va intéresser des députés qui vont le porter à l'Assemblée nationale, voter une loi qui va permettre d'impacter leur profession. Donc je fais aussi cet accompagnement-là en termes d'accompagnement sur des sujets réglementaires ou législatifs. Donc voilà grosso modo ce que fait Ethos Dupont-Ty. Et puis, comme on commence à peine, ça fait à peine un an, je dirais quand même que
on a commencé à prendre de l'essor, étant donné que le cabinet étant constitué de personnes expérimentées, et ça nous permet d'aborder de façon efficace et professionnelle certains sujets. Okay. Merci beaucoup et je souhaite en tout cas tout le meilleur au cabinet Ethos Duponty. Alors, dernière question qui sera adressée, je pense, aux personnes de la diaspora et même aux personnes d'ici. Vous avez eu un parcours politique, une expérience politique en France. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes de la diaspora qui ont une vision assez négative, on va dire, de la politique et même, on va dire, de leur quotidien en France. Il y en a qui se désintéressent totalement de la vie politique de l'autre côté. Il y en a qui ont peur d'y aller. Il y en a qui pensent que c'est totalement futile, totalement inutile. Et au même moment, il y en a également qui, comme vous, s'y adonnent totalement, pleinement, en gros, entièrement. Est-ce que vous avez un conseil, on va dire, à donner par rapport à la posture que devraient adopter les diasporas africaines de l'autre côté? Parce que, tout en sachant qu'il y a cette diaspora ou une partie de la diaspora qui s'estime illégitime à participer à la politique de l'autre côté. Moi, je crois que lorsqu'on est résident dans un pays d'accueil, la politique de ce pays nous concerne. Qu'on soit de nationalité étrangère ou de la nationalité du pays d'accueil, comme moi qui ai ensuite acquis la nationalité française, on est concerné par la politique appliquée dans ce pays. Alors, comment la diaspora peut s'impliquer? La diaspora peut s'impliquer, alors je dirais d'abord par le vote. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs africains qui sont de double nationalité ou qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil, qui ne votent jamais. Et ça, c'est une calamité. Et je l'ai remarqué en France. Les Africains sont très peu à voter. Je ne sais pas quel en est le problème. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas cette culture? Même quand je dis ça, ça n'a pas de sens. Il y a cette culture puisqu'ils sont dans le pays. Et qu'il y a des élections qui sont organisées régulièrement. Mais les Africains ne votent pas. Pendant ma campagne législative, on a des quartiers où il y a une forte concentration d'immigrés africains, maghrébins ou Afrique noire. J'ai passé des jours et des jours là-bas et solde de tout compte, ils se sont très peu déplacés. Parce qu'ils se disent que de toute façon, eux, ils ne sont pas pris en compte et que ce qui va être voté, ce qui va être fait par le gouvernement ou l'État, ça va être fait de toute façon. Alors qu'ils ont oublié que le droit de vote, moi je dis le droit de vote c'est une puissance. Ça permet vraiment de se faire entendre. Et même si c'est pas ma voix qui fait emporter mon candidat, je me suis exprimé et c'est toujours important. On revient à la parole d'exprimer sa parole, sa pensée. Et donc, les diasporas pourraient s'impliquer déjà, ceux qui ont le droit de voter, en ne négligeant pas le vote, en inculquant à leurs enfants le droit du vote. La valeur du bulletin dans l'urne, elle est très importante. C'est comme ça déjà que vous endossez votre responsabilité de citoyen. C'est ça. Un citoyen qui ne participe pas au changement, aux élections de son pays, c'est un citoyen entièrement à part et non à part entière. Un très beau jeu de mots. Oui. Et donc, je crois que c'est important de souligner ce point qui est le vote. La deuxième chose, c'est qu'en tant que diaspora, dans le pays d'accueil, surtout en Occident, il est donné l'opportunité par des consultations locales aux habitants de s'exprimer. Donc, dans plusieurs villes, il y a des maires qui font des consultations ou par questionnaire ou dans des réunions publiques
pour que les citoyens donnent leur avis sur tel projet d'infrastructure, sur tel projet de construction de logement, ou de la cantine scolaire, ou de telle école et tout, ou de l'installation d'une prison dans la ville, parce que c'est pas très bien vu. Oui, c'est vrai. Et donc, il faut que les diasporas participent aussi à ces consultations locales et puissent s'exprimer. Parce que les diasporas ne peuvent pas dire que tout va bien. Très souvent, et ça revient toujours au même sujet, là où il y a une concentration de personnes issues de la diaspora, on peut parfois trouver des traitements différenciés qui ne sont pas à leur avantage. Mais s'ils ne s'expriment pas. Et je crois que les diasporas aussi doivent apprendre à se constituer en groupement. Chacun de son côté, ça nous affaiblit. Malheureusement, et certains ont tendance à le dire, que les Africains sont maudits, qu'ils n'arrivent pas à se souder. Moi, je suis Togolais, lui, c'est Gabonais, et donc chacun fait son truc. Alors que si on se dit, voilà, on est tous une communauté et qu'on crée un groupement, une association, l'association a une voix qui va porter plus qu'un individu seul. C'est ça. Donc il faut que les diasporas apprennent à taire un peu les égos individuels et à se constituer en force, en communauté associative pour pouvoir faire entendre leur voix. Et je crois que là où les communautés doivent pouvoir aussi s'investir en politique, la politique, elle va de pair avec l'économie. C'est pour ça qu'on peut voir dans certains pays de grands industriels influer sur la politique, parce que c'est lui qui crée la richesse, c'est lui qui crée l'emploi, c'est lui qui permet au fisc de remplir ses recettes. Et donc, la diaspora devrait aussi s'intéresser de plus en plus à l'entrepreneuriat dans le pays d'accueil et, pourquoi pas, dans le pays d'origine. Parce que tant qu'on ne pèse pas économiquement, c'est triste à dire, mais c'est le constat, on n'est pas respecté. C'est ça. Mais quand on pèse économiquement, quand on pèse par la force d'un groupement, là, on se fait entendre. On est respecté. Et puis la diaspora peut aussi s'investir pleinement en politique, comme moi je l'ai fait. C'est pas parce que je suis né au Togo, que j'ai grandi au Togo, que maintenant que je suis devenu français, que je dois nier mon pays d'origine ou que je dois simplement dire que voilà, je suis togolais en France, d'origine togolaise en France, donc je ne peux pas me mettre de la politique. Non. Et il faut que les diasporas aussi s'investissent dans la politique de leur pays d'accueil. Aujourd'hui, le monde n'est plus en vase clos. Le monde est ouvert. Et on parle de globalisation, on parle de mondialisation. Et donc, peu importe son pays d'accueil, du moment où on a le droit de vote, le droit d'être éligible, je crois que chaque diaspora des pays africains doit pouvoir s'investir en politique. Et s'ils n'ont pas la force ou le courage, il faut trouver des exemples, des mentors, des personnes qui sont passées par là. Peut-être qu'il va les booster, je ne sais pas. Mais il faut qu'ils aient cette audace-là de s'impliquer en politique là où ils sont. Et c'est de cette manière aussi qu'ils peuvent influer la politique de leur pays d'origine. C'est ça. C'est comme ça qu'ils peuvent influer la politique de leur pays d'origine en apportant, bien sûr, leurs expériences, mais aussi en investissant dans les pays d'origine. Parce que, oui, on a beau dire, oui, c'est difficile de s'installer en Afrique, ça ne se passe pas comme en France ou en Angleterre. Oui, parce que là-bas, il y a eu tout un travail d'adaptation, des réformes et tout ça. Mais c'est parce que d'abord, il y a eu un besoin, il y a eu des volontés
de créer des entreprises. C'est ça. Et donc, nos législations ou nos réglementations ne pourront évoluer qu'avec aussi la présence d'entreprises. Donc, prendre le risque, bien sûr, des risques mesurés, mais d'investir en Afrique, d'investir dans les pays d'origine, et bien sûr, de demander l'accompagnement des décideurs politiques. Parce qu'il faut que le politique fasse le cadre juridique pour permettre à l'entreprise de prospérer. C'est ça. Et ça aussi, c'est faire de la politique. C'est pas forcément être dans un gouvernement, c'est pas forcément postuler à un mandat électoral qui fait qu'on participe à la politique. Donc on participe à la politique par son investissement, on participe à la politique aussi par l'apport de connaissances, de savoir, d'expérience et bien entendu, comme je le disais, créer des groupements, des think tanks qui peuvent apporter une réflexion que les décideurs ici pourront prendre en compte dans les programmes. Moi, je crois que les diasporas africaines peuvent être en soi un réel incubateur de politique publique pour les pays d'origine, pour les pays d'Afrique. C'est-à-dire, je suis en France depuis quelques années, je veux rentrer m'installer avec ma famille, je viens m'informer sur les possibilités, s'il y a, quels sont les avantages fiscaux pour une entreprise, si c'est en zone économique ou si c'est une entreprise hors zone économique. Je viens m'installer, c'est quoi le coût d'un habitat pour une famille, je sais pas, de 4 personnes, 5 personnes ou plus. Prendre toutes les informations qu'il faut, jauger l'opportunité d'y aller. Et puis, une fois qu'on y est aussi, c'est aussi en tant qu'entrepreneur, si on vient installer une entreprise, de pouvoir faire savoir quels sont les écueils qu'on rencontre pour que les personnes qui sont censées amener le cadre juridique ou le cadre législatif ou réglementaire puissent y travailler. Moi, je crois que c'est pas un travail non négligeable et il faut le faire ensemble. Ce que j'ai pu constater ces dernières années en Afrique, c'est que tous les États africains ont envie de bénéficier de la richesse que représente leur diaspora. Et d'ailleurs, certains gouvernements font appel à des gens de la diaspora pour des missions précises. Et donc, c'est des gens qui viennent faire des missions et qui repartent dans leur pays d'accueil. Encore une fois, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rentrer s'installer pour pouvoir s'impliquer. Certains feront le choix de venir s'installer et d'autres feront le choix de faire des allers-retours. Mais il faut que des deux côtés, et de la diaspora et des autorités nationales, il y ait une voie de connexion pour que les diasporas s'intéressent de plus en plus au continent. Merci beaucoup pour ces mots. Merci surtout pour l'interview. Merci pour ces belles paroles qui n'étaient pas que des belles paroles, mais surtout des paroles concrètes qui ont inspiré, moi, qui m'ont beaucoup inspiré et surtout qui ont donné une certaine vision, on va dire, tant aux personnes de la diaspora qu'aux jeunes Africains ici et même aux moins jeunes. Et je pense que de par vos propos, aujourd'hui, au moins, on peut se dire, on a le droit et le devoir même d'être fier d'être africain et même pour les personnes qui sont de l'autre côté, ce devoir d'être fier d'avoir cette culture qui ne peut être que positive, tant pour leur vie que pour leur communauté, que ce soit la communauté occidentale que la communauté africaine. En tout cas, merci à vous, Monsieur Patrice Anato. C'est un plaisir pour... Merci Pierre-Damien. Je vous en prie. Et je suis sûr que nos auditeurs, les personnes qui me suivent, pourront trouver leur compte en vous écoutant et surtout pourront se lancer. Je prends en considération 3 choses que vous avez eu à dire au début, vos 3 valeurs, on va dire, le travail, le sens du travail, l'abnégation et l'audace.
Et si tout le monde utilise ces 3 éléments au quotidien, je suis sûr que nous pourrons changer nos vies et surtout l'Afrique, nous pourrons la changer uniquement dans une perspective positive. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Je dirais un dernier mot, à la fois pour les Africains sur le continent et les Africains ou les Afro-descendants, un peu partout dans le monde, que l'Afrique a plus de force qu'on ne l'imagine. Et je serais même audacieux encore de dire que l'Afrique a plus de force que tous les autres continents réunis. Et donc nous avons tout intérêt à faire émerger ce continent. Merci. Là, les catholiques diraient Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.